BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le Club de la Bourse. Le Club de la Bourse avec Alain Pitous pour Talence et Sébastien Lemonnier pour Mansartis. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints sur le plateau de BFM Business. Comment sentez-vous le marché et l'un et l'autre? Il y avait un maître mot en début de semaine chez presque tous les intervenants, c'était confusion. Et on a l'impression que les 3,3% d'avant-hier, oui, ont fait disparaître cette confusion. Est-ce que c'est votre sentiment? Qui veut commencer? Allez, Alain. Alain. Ça fait quand même maintenant plusieurs semaines que donc ça bougeait un peu dans tous les sens sur les actions, les devises aussi quand même qui avaient donné le ton, plus le pétrole qui également était le driver. Enfin, Alexandre le disait tout à l'heure. Bon, je pense que on est venu accompagner. Il y a les courbes là sur les écrans. On est venu accompagner la hausse du pétrole. Bon, je pense que Alexandre évoquait une séance pour rien. Je pense que ça fait quelques temps qu'on est sur, on yoyote, on vient tranquillement se poser aux alentours de 4500. Je pense que c'est dû au fait que personne ne veut rater une éventuelle hausse de marché. Je pense pas que les gérants globalement soient extrêmement investis. C'est quand même la prudence qui prévalait depuis plusieurs semaines. Donc il y a. C'est-à-dire en clair qu'on reste liquide, mobile, etc. Voilà, c'est ça. Dès que la hausse commence à grossir, il y a un côté. Voilà, c'est ça. Il y a un côté entraînement, auto-entraînement comme ça. Alors dans ces moments-là, je pense que c'est idéal pour faire des âneries et moi il me semble que le marché est un peu soufflé. C'est-à-dire, je reprendrai là aussi, excusez-moi, je reprendrai un peu les propos d'Alexandre. C'est-à-dire que on est venu retaper aux alentours de 4500. Bon, c'est un indicateur comme, enfin c'est une indication comme une autre. Je pense qu'il faut que le marché souffle un petit peu. Donc là, on avait peur si jamais le pétrole, s'il se passait quelque chose à Doha, tout ça. Donc on vient se repositionner gentiment sur ces niveaux-là. Mais si on regarde les actions, ça devient pas donné par rapport aux résultats qu'on a. Les marchés de taux sont également sur des niveaux bas de taux, donc haut pour les cours des obligues. Ça s'est calmé sur les devises, ça s'est calmé sur la volatilité. Je dirais que, attention, on est quand même mûr pour une petite consolidation à un moment donné. Donc c'était un peu notre scénario il y a quelques semaines. On avait vendu au-dessus de 4500, on a racheté marginalement dans les petits bas de marché qu'on a connus. On n'est pas revenu agressivement acheteur sur ces niveaux-là. Alors après on fait un peu stock pick. Là je laisserai Sébastien nous raconter son stock pick. Je pense qu'il s'y connaît plus que moi là-dessus, mais voilà, on est un peu sur une position plus prudente. Avant de rentrer dans le détail, effectivement, d'aller voir peut-être valeur par valeur ce qu'on peut chercher. Chez Mansartis, comment vous jugez ce marché en ce moment justement et notamment cette espèce de 4500? En fait, on a pris la décision de ne rien faire de nouveau. Donc on n'a rien changé, ce qui fait qu'on continue. Par rapport à ce qui se passait en début d'année, clairement, on trouvait qu'il y avait des excès. On pouvait le prendre notamment sur le sujet des banques où je pense qu'on a fait de la confusion d'un problème de compte de résultat, d'un problème réglementaire par rapport à un vrai risque systémique quand on comparait à 2008. Il y a cet environnement qui est complexe. Je pense que pour les gens qui font l'approche plutôt top-down, c'est relativement compliqué finalement d'y voir clair. Je pense que ceux qui sont très optimistes ont les bonnes raisons peut-être d'être optimistes. Et puis ceux surtout qui sont très négatifs ont les bonnes raisons parce que les nuages ils sont toujours là. Alors parfois ils réapparaissent, parfois on les voit disparaître comme ça a été le cas cette semaine sur la Chine. Je pense qu'il faut être surtout assez pragmatique. On peut avoir des vraies convictions. Moi je suis un gérant de conviction. Le risque que je peux avoir dans ces marchés justement c'est d'avoir des biais parfois un peu trop forts. Et donc au-delà même du stock picking, je pense qu'il y a un vrai travail, une vraie discipline à avoir en termes de construction de portefeuille. Moi par exemple dans mon fonds, et je pense que j'en ai déjà souvent parlé ici, en fait il y a sur le marché européen une vraie distinction entre les valorisations des sociétés entre guillemets de qualité qui arrivent à croître un petit peu au-delà des aléas externes, peu importe l'environnement. Le problème c'est que ces valeurs-là sont relativement bien valorisées et c'est difficile aujourd'hui de trouver des nouvelles idées. De l'autre côté on a des valeurs value. Alors moi c'est peut-être un petit peu plus mon spectre, mais j'essaie aussi de faire attention au cas de value trap où là il y a des valorisations qui restent attractives mais qui dépendent aussi de beaucoup d'aléas externes. Donc c'est pas si évident que ça. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut être comme ça a été dit, finalement assez vigilant, garder un peu de poche de sécurité en termes de cash pour pouvoir réallouer si demain des nouvelles opportunités apparaissent. Il faut aussi garder ses convictions de moyen long terme sur des sujets où on peut être relativement contrariant. Moi, vous le savez, sur des stocks qui peuvent être un peu exposés aux matières premières, mais j'ai aussi conscience que ça va rester volatile à court terme. Et puis, ça va peut-être être l'environnement justement plutôt favorable pour du stock picking. Je pense que depuis 3-4 ans, les marchés ont été un peu que tirés par les banques centrales. À la fois les banques centrales, notamment en Europe, on arrive peut-être aussi un peu au maximum en quelque sorte, parce qu'après on aura des actions qui vont être négatives sur les banques, et donc c'est
peut-être là où ça va devenir intéressant, c'est que le métier peut paraître de l'extérieur plus compliqué, mais c'est là où moi je le trouve du coup plus intéressant, puisque c'est vraiment le travail de stock picking en profondeur qu'on doit faire dans nos deux maisons respectives, qui doit vraiment porter ses fruits pour créer de la performance pour nos clients, ce qui reste le plus important. Malgré tout, je reviens sur ce mot de confusion. Quand on regarde les données qui sont communiquées au marché jour après jour, alors on va peut-être rentrer un peu plus dans le détail des résultats, mais déjà les données macroéconomiques, rien que, Alain, sur les États-Unis, là, on a de bons chiffres sur l'emploi avec des demandes hebdomadaires qui sont inédites depuis 20 ans ou 30 ans, un truc comme ça. Bon. On a un beige book qui nous dit je commence à percevoir, ça y est, des petites tensions sur les salaires. Alors on se dit chouette, et puis là, patatras, l'inflation, pas du tout, la prod industrielle, pas du tout, enfin, et on pourrait en collectionner comme ça quelques-unes. Ça, c'est pas clair, ça nous dit rien de... Oui, alors c'est donc effectivement, et ça c'est valable un peu dans tous les pays, puis dans toutes les zones, parce que c'est un peu pareil, on a Mario Draghi qui déverse, et puis effectivement, donc et c'est comme ça. Si on regarde le Japon, si on regarde les pays émergents, on peut voir quelques signes positifs, et puis quand même encore beaucoup de données qui sont quand même extrêmement préoccupantes. Donc et ça aussi c'est une des raisons pour laquelle je pense qu'il faut faire attention. Les risques étaient présents il y a quelques semaines, on est venu se repayer un petit peu avec des risques qui ont un peu augmenté. On se rapproche de la problématique Brexit. On est quand même avec des situations en zone euro qui sont un peu difficiles. On est en période électorale aux États-Unis. Bon, c'est peut-être pas pour tout de suite, mais enfin, on a quand même eu un peu des doutes aussi sur ce qui peut se passer un peu plus long terme. Et puis en attendant, effectivement, des données macro qui sont moyennes, des marchés qui sont extrêmement corrélés. Donc ça rend les choses plus difficiles. C'est-à-dire que c'est aussi pour ça. Ça fait un moment que les marchés sont comme ça. Ils sont très corrélés depuis un moment. Donc c'est pour ça qu'on a ces marchés binaires. C'est-à-dire que tous les investissements à risque qui performent un peu de la même façon en même temps. Alors, de temps en temps, on va se recorréler à une devise, de temps en temps, on va se recorréler aux matières premières. Et moi, ma question maintenant, c'est à quel moment le pétrole, ça va devenir une problématique. Alors aujourd'hui, tout va bien, mais si, imaginons qu'il y a un accord, on arrive à stabiliser le pétrole au-dessus de $60, on va nous dire à un moment donné que c'est quand même embêtant que le pétrole est doublé en si peu de temps. Donc, effectivement, c'est très confus. Et c'est aussi pour ça, effectivement, que les marchés, ils font des sauts, quoi. C'est-à-dire que on a fait ce saut là cette semaine, on fait 5% quasiment dans la semaine, après une période qui était un peu plus difficile, où là tous les marchés s'étaient dégradés un peu par sympathie, c'était un peu tous les secteurs qui se corrèlent entre eux, etc. Donc on avait cette situation-là. Donc cette confusion, elle va rester. Et puis si on pense qu'on va avoir des réponses avec les résultats des entreprises, je pense qu'on se trompe. C'est-à-dire que les résultats, parce que en fait, c'est également assez confus. C'est-à-dire que c'est confus parce que en fait, entre celles qui sont en difficulté à cause de leur devise, de la devise locale ou des devises dans lesquelles ils travaillent. Donc ça rend les choses difficiles. Il a quand même pas mal bougé. On peut regarder. Finalement, on parle d'une stabilité. Enfin, moi j'aime bien, mais c'est des stabilités entre 5 et 10%. Bon, c'est quand même pas hyper stable. Donc il y a ça. Après, des stabilités beaucoup. Voilà. Ouais, c'est ça. On peut se dire que c'est stable. Tout à fait. C'est ça. Oui. Mais pour les industriels, enfin, c'est quand même une situation qui est quand même pas forcément extrêmement facile. Bon, les matières premières qui ont bougé. Et puis les résultats réalisés et puis ce qu'ils annoncent. Donc comment s'y retrouver dans les annonces parfois des entreprises, et puis les chiffres d'affaires annoncés, et ce qu'ils peuvent faire dans les mois qui viennent, et puis les résultats, la nature de ces résultats où il y a pas mal de rachats d'actions qui biaisent l'approche qu'on peut avoir sur les valeurs. Non, parce qu'on comprend votre discours sur les résultats, enfin, je veux dire, passer à l'instant T, parce que ça concerne le passé, c'est le coup d'œil dans le rétro, mais cette incertitude, cette confusion, là aussi, elle est présente dans les discours des boards, dans les perspectives, dans les... Ouais, alors ce qu'il y a, c'est que je pense que ce que font maintenant les responsables d'entreprise quand ils communiquent, ils ont un biais qui est encore plus prudent, parce que ça les arrange. Pire que les analystes. Oui, c'est ça les arrange qu'on pense que ça va faire moins 10 et d'annoncer moins 5, ils sont contents et le cours repaye et donc ils s'en sortent. En plus, ils font quelques rachats d'actions si le marché comprend pas bien. On parle des quelques très grandes entreprises, non ? Ouais, enfin, si vous regardez le montant des rachats d'actions depuis 18 mois aux États-Unis, ça a quand même énormément joué sur la nature des résultats. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment regarder la composition du chiffre d'affaires. Et puis quand on regarde la composition du chiffre d'affaires, on est sur de petites croissances un peu partout. C'est déjà pas mal. On n'est pas habitué encore. C'est-à-dire que maintenant, une entreprise qui vous annonce 5-6% de croissance du chiffre d'affaires avec des coûts maintenus, un endettement pas trop élevé, on est très content. Les taux sont à 0, donc c'est très très bien. Donc, mais ça permet
permet pas de faire des valorisations qui montent de 30%. Donc vous voyez, cette confusion-là, elle va rester parce que vous mettez une marmite de macro un peu confuse, des devises qui bougent quand même pas mal, des résultats d'entreprise qui demandent une analyse très très pointue pour savoir les qualifier. Ça peut faire des indices qui bougent pas beaucoup avec d'énormes rotations sectorielles. Sébastien, justement, cette période des résultats pour le stock picker que vous êtes, c'est important, ou comme le dit Alain, il y a aujourd'hui trop de paramètres qui rentrent en ligne de compte pour pouvoir analyser sereinement, entre guillemets. Je suis en bonne partie d'accord dans le sens où, je suis aussi d'accord sur le fait que clairement c'est le jugement en quelque sorte. On voit si en effet déjà il y a eu des confusions entre ceux qui ont une approche macro par exemple sur telle société et puis finalement on se rend compte que la société a fait mieux ou moins bien. Donc il y a cet élément en fait de jugement qui est là forcément intéressant. En revanche, dans mon approche, même si je regarde beaucoup les sociétés, je rencontre beaucoup de dirigeants d'entreprises. J'ai peut-être déjà dû en rencontrer plus d'une centaine depuis le début de l'année. Clairement, je vais pas me fier à leur guidance puisque ils en savent pas plus que vous, que moi, que le FMI, que ma maman. Donc personne ne sait vraiment en fait, et c'est justement un peu le propre parfois, c'est que notre métier, on va s'exposer à vouloir faire des prédictions à tout prix. Moi c'est un exercice souvent dans mes processus de gestion que j'explique. Si je regarde depuis 2011 les prévisions du FMI, elles se sont jamais réalisées. Donc je pense que d'avoir justement plutôt une approche en faisant soi-même son travail, et moi j'ai plutôt aujourd'hui tendance à me dire, et ça peut faire de l'intérêt de se concentrer à la fois sur des titres où il y a des excès de valorisation. Alors il faut être prêt à être contrariant parce que le marché va être volatile. En général, c'est aussi pour des bonnes raisons, mais qui sont peut-être que temporaires. Donc il faut pouvoir faire le dos rond et vraiment chercher l'approche très valorisation. Et puis de l'autre côté, des sociétés où il y a ce qu'on appelle en anglais le self-help story, c'est-à-dire la société qui, entre guillemets, peu importe l'environnement, va être capable soit de surperformer en termes de croissance, soit de générer plus que d'autres acteurs en termes de free cash flow. Donc ça peut être des sociétés par exemple qu'on connaît bien, comme un Génico, mais c'est compliqué de trouver des valorisations attractives. Donc il faut attendre quand il y a eu, par exemple comme l'année dernière, en fin d'année, un sujet sur la marge future. Donc pour moi, ça a été un bon point d'entrée sur ce titre-là. Ou des sociétés, par exemple, c'est de ma deuxième position en portefeuille, c'est une société portugaise, c'est la Poste portugaise, où je pense qu'il peut y avoir des catalyseurs à relativement court terme, notamment avec de la cristallisation de l'immobilier que je considère à un niveau sous-valorisé dans le bilan. Donc il faut réussir, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, ce qui est au-delà même des stratégies, la construction de portefeuille, à mon avis, est un élément assez clé. On est dans un marché complexe, mais on peut avoir des vraies convictions à moyen long terme. Il faut juste faire un bon assaisonnement de son plat à préparer. On continue bien évidemment ce débat, ce club de la bourse. On va suivre ensemble la phase de clôture de la bourse de Paris et puis on poursuit nos échanges. À suivre. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel. Et on va vivre donc la clôture parisienne dans quelques minutes. On est pour le moment juste en dessous des 4500 points sur lequel on a tâché d'orchestrer la résistance tout au long de la journée. Alexandre Baradez depuis IG. Voilà, on devrait terminer a priori dans le rouge, moins 0,37%. On se confirmera bien évidemment le niveau de clôture au moment du fixing d'ici 4 minutes. Mais qu'est-ce qu'on retient de cette dernière séance où on a consolidé après 5 journées plutôt favorable? Oui, effectivement, la consolidation, elle arrive en grande partie par le pétrole. On était, encore une fois, on va le rappeler, sur les derniers jours passés sur le marché pétrolier, on a fait 3 incursions, à 3 jours d'affilée, au-dessus des $42. On finit la semaine à peine au-dessus des $40. Donc un mouvement de léger repli, même un peu sensible sur le baril avant la réunion de Doha ce dimanche. Donc les indices suivent une platance de prudence, mais également 2 statistiques côté US très moyennes, pour ne pas dire mauvaises ce vendredi. La production industrielle, clairement qui déçoit, mais surtout la confiance des consommateurs. On sait que la Fed s'était basée en grande partie dans ses déclarations récentes sur la bonne résilience de l'économie américaine, en partie liée à la demande intérieure. Or, ce qu'on voit, c'est que la confiance des consommateurs est retombée au mois de mars sur les niveaux de septembre. Donc, on a à ce moment-là une statistique qui est un peu moins bonne et qui, pour l'instant, empêche les indices américains de performer un petit peu plus fortement. Et puis, une semaine qu'on aura également marquée par une petite hausse du dollar. C'est une petite nouveauté. Depuis quelque temps, plusieurs semaines, le dollar s'affaiblissait. Cette semaine, il progresse. Le dollar index progresse. Et donc, ça peut freiner également l'impulsion haussière des indices américains dans un contexte où la volatilité, ça également, ça
Un élément qui me paraît important dans l'approche technique court terme, la volatilité US, notamment sur le S&P, tombait sur des niveaux à nouveau très faibles. On est passé sous les 14 pour le VIX. C'est des niveaux très très proches des niveaux planchers. Donc attention, s'il y a une petite étincelle sur le risque, la volatilité peut rapidement repartir, les indices US corriger et donc les indices européens venir chercher notamment les gaps qui ont été formés. J'allais vous dire, est-ce que cette progression assez forte, et notamment en milieu de semaine, est-ce que ça crée des gaps, des trous intéressants que l'analyse technique peut exploiter? Oui, clairement oui, parce que si on prend le cas du CAC 40 par exemple, vous avez un gap qui s'est formé dans une zone très particulière, qui n'est pas une zone au hasard, c'est la zone des 4345 points. Quand vous regardez un graphique à moyen terme, c'est une zone par laquelle passe un support ancien qui touche les plus bas de 2012, les plus bas de 2014, et sur ce niveau de support, le gap s'est formé, il fait 60 points d'amplitude ce gap, on est monté derrière, et donc il sera assez étonnant, je parle dans les semaines qui viennent, alors dans quelques jours pourquoi pas, mais dans les semaines qui viennent, il serait étonnant d'aller beaucoup plus haut, sans à un moment donné aller chercher le gap. Alexandre Baradez, donc depuis IG, on franchit l'Atlantique. Sabrina Coelhodzi à New York. Où est-ce qu'on en est dans cette séance de fin de semaine? Ça bouge pas vraiment. À la mi-séance sur les 3 indices américains, on est toujours sur une note quasi inchangée. Le Dow Jones perd 4 points, 17 921 points. Le S&P 500 de son côté à 2081 points inchangé. Le Nasdaq en légère progression grimpe de un petit peu plus de 2 points, 4 948 points. Une séance marquée par le pétrole que l'on continue de regarder bien sûr avant ce week-end, le grand rendez-vous de ce week-end. Les valeurs du secteur sont en léger repli. Exxon perd 0,5%, Chevron recule de 0,6%. Un baril de brut qui perd un petit peu plus de 2% ici à New York. Des statistiques également, votre invité vous en parlait, c'est des chiffres qui étaient plutôt mitigés, grosse déception sur la confiance des ménages ou encore sur la production industrielle. L'actualité entreprise, elle est marquée bien sûr toujours et encore par les valeurs bancaires avec les publications dans le secteur. Aujourd'hui, c'est Citigroup qui a publié ses trimestriels avec des résultats qui ont reculé de 27% sur le trimestre écoulé, avec bien sûr une baisse des revenus de trading dans la banque d'investissement. Cela reste supérieur aux attentes. Le titre Citigroup plus 0,7%. Voilà donc pour les valeurs américaines. Sabrina, on rappelle les principaux indices pour le moment outre-Atlantique très hésitant. Moins 0,02 pour le Dow Jones, plus 0,05% du côté du Nasdaq. Le Standard & Poor's 500 est dans les mêmes marges de fluctuation, moins 0,06% sur l'indice le plus large donc de la bourse américaine, le Standard & Poor's 500. Du côté parisien, moins 0,37%, donc 4414 points. On attend dans une quinzaine de secondes maintenant le fixing de cette bourse parisienne. À noter que parmi les secteurs, et on aura l'occasion d'y revenir, les automobiles ont pas mal souffert, avec notamment du Valeo, du Peugeot, du Faurecia qui signent les plus forts replis du jour. Le CAC 40 lui termine donc en baisse de 0,35%, 4495 points. Le volume de transactions un petit peu en dessous des 3 milliards d'euros négociés a priori. On passe juste au-dessus au dernier moment, 3,3 milliards d'euros, donc moins 0,36, 4495 points pour l'indice parisien. En Europe, du rouge également, un petit peu moins marqué, moins 0,23 pour l'Eurostoxx 50. Et si on jette un œil sur les palmarès, donc je vous le disais, des autos qui sont mal en point. Il y a Valeo qui perd 3,75, il y a Peugeot qui perd 3,34%, Renault moins 1,85. On peut citer également Orcac Faurecia qui perd 3,6%, et puis des hausses sur Carrefour plus 3,8%, sur Bouygues plus 1,62% ou sur Solvay plus 1,19%. Orcac, on peut signaler la belle tenue d'Edenred plus 6,36%, d'ST Micro également, et puis d'EDF à la baisse, outre Faurecia que je vous ai déjà signalé. On peut remarquer Elis moins 4,2% et Rexel moins 3,85%. L'eurodoll de son côté 1,1291, et puis le pétrole, le Brent à 42,81, le WTI à $40,18. BFM Business, Intégral Bourse, on refait la séance. Toujours en compagnie en duplex depuis IG d'Alexandre Baradez, et en plateau bien évidemment nos deux experts Alain Pitous et Sébastien Lemonnier. Sébastien Lemonnier pour Mansartis, Alain Pitous pour Talence. Un petit coup d'œil donc sur cette séance. Alexandre, fin de semaine, voilà, on n'aura pas réussi à reconquérir les 4005 en clôture et on termine dans le rouge.
dans le rouge, mais la semaine restera quand même marquée par cette performance assez exceptionnelle, ou en tout cas assez notable, d'accélération au milieu de semaine, dans une semaine où finalement la macro, qu'elle soit européenne ou américaine, n'a pas envoyé de signaux très positifs. Et quand on regarde les résultats, les premiers qui nous parviennent sur les bancaires ou les financières US, c'est à chaque fois entre 20 et 25% de baisse par rapport au premier trimestre 2015. Et malgré ça, alors le marché s'y attendait, si vous voulez, mais comme les estimations, par exemple, aujourd'hui, on va sur Citigroup, bénéfices par action un peu meilleur qu'attendu, et puis les revenus qui sont dans la limite de ce que le marché prévoyait, il n'y a pas de gros moment de repli. Mais malgré tout, la macro n'est pas, si vous voulez, sur le même rythme que les marchés. Et on voit bien que cette hausse sur les marchés cette semaine s'est faite quasi intégralement avec le baril. Il faut quand même bien noter que la semaine dernière, en début de semaine dernière, on était à peine plus de $35 sur le WTI. On est monté cette semaine à $42. Donc c'est quand même assez monstrueux comme hausse. Signe très clair d'attente sur la réunion de Doha, et les marchés l'ont suivi. Le risque que l'on peut avoir, alors, je sais qu'à chaque fois qu'on m'interroge, c'est la déception dimanche, quoi. Enfin, ce week-end. Voilà. Alors, je n'aime pas parler que de risque tout le temps, mais c'est vrai qu'en ce moment, malheureusement, pour l'instant, j'ai du mal à me projeter, si vous voulez, sur la reprise haussière des marchés européens. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a eu ces rebonds depuis la mi-février, la petite rechute après post-BCE qui a duré un mois. On est retombé pour le CAC vers les 4002. On rebondit à nouveau, mais on est en train de jouer finalement avec les moyennes de prix. Sur des graphiques daily, on joue avec les 50 et les 100. Et il y a des gaps dans ce contexte un peu de, vous voyez, c'est pas vraiment de la volatilité, on cherche un niveau puis l'autre. Il y a des gaps qui se forment. Et je serais tenté de dire, on pourrait jouer la reprise haussière à court terme s'il y avait des facteurs pour ça. Mais le fait qu'on ait des marchés US, par exemple, des niveaux de volatilité extrêmement faibles, on le dit, le VIX qui est retombé sous les 14 pour le S&P, très proche des plus hauts historiques pour le S&P, on est à moins de 3% des plus hauts historiques, et avec, vous voyez, un baril qui est remonté, on pourrait se dire, bon, ça y est, c'est la fin des turbulences. Moi, j'ai plutôt l'impression que c'est une phase de rebond, mais qui ne repose pas sur une macro solide, si vous voulez. Et la formation de gap dans cette accélération haussière, CAC et DAX notamment, me laisse penser, je dis pas forcément lundi ou mardi, mais je dis qu'imaginons qu'il y a un très bon sommet de Doha. Alors le marché va encore un peu monter lundi, le baril est de remonter à 42 un peu au-dessus. Voilà, mais je me demande ensuite quelle est la durabilité de ce mouvement-là. Il y a toujours une suroffre de pétrole sur le marché. La Chine nous a envoyé ses statistiques, on sait ce qu'elles valent, mais voilà, et qui sont un peu meilleures qu'attendues. Mais est-ce qu'on peut malgré tout estimer que là-dessus le baril peut rebondir durablement et donc les indices se suivent? Et ça, je ne le crois pas trop. Mon scénario, ça peut monter un peu à court terme, mais je pense quand même qu'on va les rechercher. Je dis en 4003, 4250 pour le CAC, je dis à 9007 pour le DAX. Vous voyez, je pense qu'il y aura un mouvement de repli qui devra apparaître dans les jours qui viennent, déjà pour aller combler ces gaps. Alain, vous partagez ce sentiment que finalement on a trop pris l'ascenseur avec le baril? Oui, tout c'est encore une fois, c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est tout c'est corrélé, c'est-à-dire qu'en fait les obligues un peu à risque performent très bien. On a vu passer une période difficile, c'est reparti. On a passé une période difficile sur les actions, c'est reparti. On a des stats comme quoi sur les États-Unis, 95% des valeurs du S&P sont au-dessus de leur moyenne mobile à 50 jours. Donc c'est des choses qui sont quand même historiquement, c'est rarissime. Ça arrive dans 1% des cas, quoi. Donc voilà, la vol qui baisse, ça aussi c'est un élément un peu contrariant. C'est-à-dire que c'est quand on n'attend pas d'accident que le risque, quand il y en a un, et de déception est le plus fort. Donc ça change pas notre scénario qui est de dire que la croissance est molle, qu'il y a des entreprises qui vont en profiter, que c'est pas des secteurs qui vont en profiter. C'est ça qui rend les choses compliquées, je pense. C'est-à-dire que la macro est difficile, ça on l'a déjà dit, mais même au sein des secteurs, il y a des valeurs qui vont extrêmement bien performer, puis d'autres qui vont rester à la traîne, voire être en difficulté à un moment donné. Donc ça, c'est quand même des points importants. Voilà. Justement, Sébastien, tiens, puisqu'on parle de tout cet impact pétrolier, tout à l'heure vous nous disiez je suis contrariant ou ceci, cela sur le pétrole. Comment vous l'analysez, vous, cette situation pétrolière? Parce qu'effectivement, Alexandre nous le rappelait, le mouvement, il est quand même significatif en finalement très peu de temps. Et juste sur une réunion. Alors moi, mon avantage ou mon problème, ça dépend de l'horizon qu'on va prendre, c'est que je suis fondamentaliste et du coup je le regarde sur un horizon plutôt long terme. Donc la variation à court terme, malheureusement je la subis. Enfin, là sur Doha par exemple, il y a du court terme et du long terme, parce que si l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Iran arrivaient à s'entendre entre guillemets, on pourrait... Vous dites ça sans rigoler, non? Ouais. En fait, la réponse la plus honnête, c'est qu'en fait, ça devient du long terme, non? En fait, j'en sais rien du tout. Et ce qui me marque, par contre, aujourd'hui, c'est qu'en fait, et ce qui me fait dire qu'il y a une vraie inefficience, il y a des anomalies dans ce marché. Quand on parle aujourd'hui de matières premières, et quand vous regardez la réaction des cours, vous avez les mêmes réactions, que ce soit sur le pétrole, sur le minerai de fer ou sur l'acier, où a priori, il y a des sujets d'offres qui sont différents. Parce que sur le cuivre, vous dépendez
dépendez pas de l'Arabie Saoudite, vous dépendez plutôt du rythme des fermetures des mines, et vous dépendez du progrès technologique, mais qui est pas du tout le même que celui du gaz de schiste, etc. Et plutôt de la politique des Chinois en termes de je continue à payer la paix sociale, ou plutôt j'arrête les pertes économiques, ce qu'ils sont en train de faire. Donc moi, quand je vois les deux réagir de la même façon, clairement, je me dis, il y a ce sujet-là. En revanche, donc peut-être qu'aujourd'hui on se concentre déjà trop sur l'offre et que finalement le risque, moi qui suis investi sur ces sociétés-là, avec toujours en favorisant à chaque fois la qualité, c'est-à-dire que j'ai du Antofagasta, du Rio Tinto, c'est des sociétés qui aujourd'hui ont des coûts de production qui sont clairement compétitifs et qui font qu'ils brûlent pas de free cash flow. Pour moi, ce qui est clé sur un horizon 3 à 5 ans. Et puis après, quand je fais des sommes des parties, les mines aujourd'hui sont clairement sous-valorisées. Donc je suis incapable de vous dire si ça va monter, si ça va baisser, et je sais que ça va rester volatile. J'essaye par contre de trouver des sociétés où je peux être un petit peu protégé. C'est-à-dire que, c'est ce que je parlais tout à l'heure en construction de portefeuille, quand j'ai profité de début d'année de fortes hausses sur ces titres-là, Antofagasta, c'est un titre où j'ai perdu beaucoup d'argent finalement, peut-être 25-30% sur mes premiers achats, mais aujourd'hui, par rapport à mon achat de fin d'année dernière, c'est un achat sur lequel je gagnais il y a quelques jours 25-30%. Mais je sais que ça va rester volatile, donc c'est la construction de portefeuille, et puis quand ça commence à monter très vite, je sais que c'est pas normal, donc je dépondère un peu, mais je reste exposé. Et puis je vais essayer de trouver d'autres sociétés qui vont être un peu corrélées à ça, mais qui n'ont pas forcément profité. J'étais en Espagne il n'y a pas longtemps et j'ai investi dans une société qui s'appelle Técnicas Reunidas, qui est indirectement lié au pétrole, sauf qu'en fait c'est de l'ingénierie sur des projets de raffinerie. Donc a priori c'est plutôt un sujet de demande, c'est juste que le client va éventuellement décaler. Et puis là aussi il y a une confusion puisque le carnet d'ordre et record est en croissance. C'est juste qu'il y a eu un profit warning sur un problème spécifique au Canada et c'est une opportunité. Ben voilà quelques illustrations. Juste avant de vous abandonner du côté d'IG, Alexandre Baradez, les 2-3 seuils que vous nous recommandez d'avoir à l'œil pour passer un bon week-end sur le CAC, sur l'eurodoll pour redémarrer lundi matin. Alors, sur une bonne nouvelle sur Doha, par exemple, on pourrait avoir un CAC qui aille se rapprocher des plus hauts qu'on avait touchés le jour de la BCE, le 10 mars, dans cette zone des 4580. Le marché, dans un jour un peu euphorique, peut se rapprocher de ça. Mais je pense que même si on se rapprochait, c'est ça le principal pour moi, c'est que derrière, il devrait y avoir du retracement pour retomber plutôt dans une zone capitale 350, donc CAC, et 9700 DAX. Et puis juste en quelques secondes pour terminer, il y a un élément qu'on n'a pas cité, mais qui pour moi reste également un élément de préoccupation à très court terme, cette divergence phénoménale entre ce que les marchés price en termes de hausse de taux pour 2016, à savoir une seule, et puis les propos de quasiment tous les membres du FOMC ces derniers jours qui laissent entendre qu'on peut avoir 1 à 3 hausses en 2016. Donc cette divergence également pour moi est source de volatilité et donc de méfiance à horizon court terme, quelques semaines et une partie du deuxième trimestre notamment. Merci beaucoup Alexandre. On vous laisse pour terminer les toutes dernières opérations du côté d'IG. Nous on marque une pause et on se retrouve bien sûr en plateau avec Alain Pitous et Sébastien Lemonnier. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, le club de la bourse. Alain Pitous, Talent Gestion, et Sébastien Lemonnier pour Mansartis sont en plateau pour ce club de la bourse. Alexandre nous disait attention à ces questions de hausse de taux. Alexandre Baradez, qui était en ligne avec nous depuis IG. Attention à ces hausses de taux aux États-Unis, les divergences entre ce qu'attend le marché, ce que dit Yellen, ce que disent d'autres membres de la Fed. Cocktail qui peut s'avérer, qui peut se terminer détonnant. Ça peut faire un peu mal quand même. C'est-à-dire que le sujet, il est valable un peu, quand j'écoutais les propos d'Alexandre, c'est un peu l'idée qu'on a et qu'on développe et qu'on met en œuvre dans nos portefeuilles, c'est les problématiques de dissymétrie de performance. C'est-à-dire que là aujourd'hui, sur pas mal de valeurs, il n'y a pas grand-chose à espérer. Sur pas mal de supports obligataires, il n'y a pas grand-chose à espérer. Donc c'est déjà un peu gênant quand même. Et puis le problème, c'est que si ça se passe un tout petit poil mal, là, moi je parle pas de bulle, je pense pas qu'on est quelques-uns à avoir connu la bulle de 2000. Ça c'était une vraie bulle, c'était super. Enfin, on payait les choses, il y avait pas mal de boîtes 400 chaque fois. Soir, on 400 fois les chiffres d'affaires. Un nouveau record du CAC 40. Voilà, c'était super. Là, c'était une vraie bulle et c'était n'importe quoi à n'importe quel prix, pratiquement sur tout le spectre de l'investissement. Là aujourd'hui, il y a quand même pas mal de secteurs et pas mal de valeurs qui sont vraiment pas en bulle. On peut en parler des gérants value, ils vont pas nous dire que on est en bulle globale
global. Mais en attendant, ce qui se passe, c'est qu'il y a des emprunts obligataires. Il y a Sanofi il n'y a pas longtemps qui a émis à 5 ans à 0. Pourquoi acheter ça? Enfin, c'est à un moment donné, il y a des moments, les raisonnements, on est bien obligé. Alors je pense que c'est des problématiques de ratio. Donc j'ai un ratio, je dois le mettre en pratique. J'achète n'importe quoi, n'importe quel prix parce que j'ai besoin de, enfin n'importe quel prix. J'achète un peu vraiment cher. Zéro, c'est toujours zéro, alors que les autres sont à moins. Voilà, oui, il y en a quelques-uns à moins, oui. Mais c'est valable un peu comme ça sur pas mal de segments. Et en tout cas, c'est le problème de s'il y a la moindre hausse des taux, ça risque d'être assez douloureux. Et en fait, c'est un peu ce qui me semble aujourd'hui sur ces niveaux de marché. On a pris en compte un environnement qui se tient, des taux qui restent à peu près comme ils sont, des banques centrales qui injectent et un espèce d'équilibre. Ça renvoie à votre note d'il y a quelques semaines, là, que faire dans un monde à taux négatif. Voilà, donc c'est vraiment être très très précautionneux. Effectivement, je rejoins Sébastien sur la construction de portefeuille. Et il faut garder un peu de souplesse, c'est-à-dire que tant pis, on est peut-être un peu décalé par rapport à des épures d'investissement où il faut avoir X% d'actions, X% d'obliges, etc. Être un peu plus en cash, ce qui est embêtant quand même, parce que ça rapporte vraiment rien du tout. Parfois même ça coûte. Oui, et puis c'est visiblement certaines grandes banques qui disent maintenant si vous laissez qui vous laissez traîner. On ne laisse pas traîner forcément très très longtemps, parce qu'il y a quand même des idées qui traînent, mais faut pas hésiter à avoir du cash en portefeuille en ce moment, tant pis quoi, pour passer cette période qui est encore une fois dissymétrique, et ça c'est très gênant pour un gérant de se retrouver avec une perspective de gain faible sur pas mal de supports et un risque de perte. On peut reparler du Brexit et des problèmes politiques en zone euro qui expliquent aussi la performance des actions européennes. Malgré tout, Sébastien, quand vous avez vos clients en ligne, parce que au bout du bout, il y a quand même ça aussi, il y a le client qui vous fait confiance. Aujourd'hui, il perçoit justement le changement de paradigme, ce fait que le rendement est délicat, que la volatilité, que la conviction, que... Oui, bien sûr, c'est le problème du client, c'est le problème du gérant, et c'est l'honnêteté, la transparence que le gérant doit aussi avoir. C'est-à-dire que on peut avoir, et moi j'aime pas trop ces raisonnements de l'investissement par défaut, en fait, parce que finalement c'est quand même souvent ça en ce moment, notamment sur les actions. C'est dur, c'est sûr que le métier est plus difficile, mais il est aussi plus passionnant. Moi je suis un stock picker et je fais ce métier par passion, et je m'amuse beaucoup plus en ce moment, même si c'est beaucoup plus difficile. L'avantage, c'est que ces mouvements de flux aujourd'hui, quand on décrit cette volatilité ou le fait que d'une semaine sur l'autre on change de thématique, je suis relativement jeune, mais j'ai l'impression, même quand je parle avec des plus vieux gérants ou des très vieux gérants, ça a toujours existé, c'est les cas d'extrême en fait sur le marché. Donc là c'est même empiré, puisque on veut que ce soit des ordinateurs maintenant qui prennent bientôt notre job, et donc forcément il y a des stratégies d'ETF qui impliquent. Mais même si c'est désagréable, c'est pas que je suis un... Mais aujourd'hui ça veut dire... Mais en fait ça crée aussi des opportunités. Oui, mais quand on construit, quand on rencontre des patrons de boîtes comme vous, quand on va sur le terrain, etc., qu'on construit sa réflexion d'investissement, et j'ai envie de dire qu'on se fait bâcher par le dernier iMac 27 pouces qui vient ramasser derrière vous. Non, mais on n'a pas envie juste de s'arracher les cheveux. Non, il y a toujours des opportunités. Je vais prendre l'exemple d'une valeur française, Alstom, dont je vous ai déjà parlé. C'est un titre qui a beaucoup souffert en finalement début d'année, après la partie où il y a une partie qui a été payée en cash, donc par rapport au dividende extraordinaire. Ensuite, le titre est sorti du CAC 40. Ça a fait beaucoup baisser le titre. Et en fait, j'aime bien cette société parce qu'aujourd'hui, à ces niveaux de valorisation qui sont relativement attractifs, en relatif à ses pairs, en absolu par rapport à l'horizon finalement de free cash flow également. Et puis c'est une société qui, compte tenu de son carnet d'ordre, même si ça secoue un peu sur les marchés, il y a des éléments structurels qui font qu'on a besoin de plus de trains, plus de maintenance, on a besoin de chauffeurs, de trains sans chauffeur. Ils ont cette technologie-là qui est assez rare. Et c'est rare, je trouve par contre, de trouver des sociétés comme ça, à des niveaux de valorisation attractifs. Donc, si on fait le travail en fouillant, on arrive à trouver. Je peux vous parler encore d'une autre société comme Parrot, par exemple. Parrot, c'est un cas typique d'une société de croissance. Moi, je ne devrais pas y toucher. Sauf qu'aujourd'hui, je me dis, j'ai une valorisation où je suis en retraitant la partie automobile, en prenant juste la book value, en mettant les objets connectés. On rappelle, la partie auto, c'était tout ce qui était Bluetooth, ça, juste la valeur comptable. Maintenant, on a les drones. J'ai des drones qui sont à peu près à 0,6 fois le chiffre d'affaires après augmentation de capital. Une société qui a 300 millions de cash. Alors l'enjeu, ça va être de ne pas faire n'importe quoi avec le cash. Mais quand j'achète cette société aujourd'hui, dont je suis vraiment convaincu des fondamentaux, parce que je l'appuie depuis 5-6 ans, j'ai aussi une sorte d'option
finalement sur une croissance future qui aujourd'hui le marché valorise pas. Et on est loin clairement de la bulle. C'est que ça, c'est vraiment de la conviction. Il y a des acteurs qui ont fait des levées de capitaux aux alentours de 6. C'est de la conviction et c'est de l'investissement long. Ouais. Et il faut être capable de tenir ses positions à long terme. Je pense que dans nos deux maisons, en tout cas chez Mansartis, on est des actionnaires de long terme. On a des convictions de long terme et on fait aussi avec les aléas du marché. Mais ça, c'est dans la structure de tout gérant de portefeuille. Juste pour terminer, Alain, il y a eu une introduction en bourse à Paris. C'est bien qu'il y en ait qui reviennent comme ça ou pas? Oui, alors ça c'est... On est d'accord, on était dans de la biotech, on était sur le compartiment B, ok, mais... Oui, alors là, nous, on est un peu loin de ça, effectivement, parce que bien souvent, elles sont introduites à des prix. Alors, j'ai pas suivi celle-là, mais elles sont souvent introduites un peu chères pour nous. Effectivement, ce qui est bien en ce moment, c'est qu'il y a quand même des opportunités. C'est-à-dire que ça, nos clients, ils aiment bien quand même des noms d'entreprises dont ils peuvent être clients, eux, qui connaissent depuis longtemps en tant que boursiers. On pourrait citer 3 valeurs qu'on met dans les portefeuilles de nos clients. Un Génico, vraiment une vision longue. Alors c'est vrai que ça a un peu souffert récemment et c'est peut-être une opportunité. Carrefour, qu'on aime bien, qui est en train de se reprendre, qui a vécu une période un peu difficile, mais qui est en train de se reprendre. Air Liquide, je l'ai dit, et je sais plus. Non, Air Liquide, pardon. La dernière, c'était Air Liquide, voilà. Et ou des boîtes un peu comme Melior, des trucs comme ça, qui sont avec sur des segments d'activité qui ont une récurrence. Ils ont une barrière à l'entrée, ils ont un avantage de ce type-là. Alors parfois, il faut être patient. Donc il faut être patient dans les deux sens, c'est-à-dire patient quand on détient le titre quelquefois. On le laisser prospérer. Et puis quelquefois, voilà. Et un Génico, ça faisait longtemps qu'on était l'arme au pied en train de se dire un jour on en fera. Et puis c'est comme Air Liquide, les clients adorent ça et on aime bien pouvoir leur faire plaisir dans ce type de gestion. Ouais, mais bon bah voilà, on met ça. Après, par contre, on va rester potentiellement des années avec des valeurs comme ça. Donc merci beaucoup. On va aller jeter un petit coup d'œil aussi du côté de New York. Sabrina Quaglozzi, où est-ce qu'on en est alors que la séance à Paris est terminée pour cette semaine? Petit repli, petite hésitation depuis l'ouverture sur les 3 indices américains. Le Dow Jones perd actuellement 0,1%. 17 916 points pour l'indice à la mi-séance. Le S&P 500 de son côté inchangé à 2081 points. Le Nasdaq également inchangé à 4946 points. Le pétrole avec un baril de brut qui recule avant le rendez-vous de ce week-end. Les valeurs du secteur dans le rouge. Vous avez Exxon qui recule de 0,7%. Chevron affiche un repli de 0,8%. Encore ConocoPhillips est en baisse de 0,4%. Des statistiques, des chiffres mitigés. On a eu des données concernant la confiance des ménages américains. Grosse déception de ce côté-là. Les productions industrielles également décevantes, en repli de 0,6% sur le mois de mars, là où on attendait un repli certes, mais de seulement 0,1%. On a eu en revanche l'Empire Manufacturing qui mesure l'activité manufacturière dans la région de New York. Là, c'est un indice qui est ressorti au-dessus des attentes et un plus haut depuis pas mal de temps. L'actualité entreprise, quant à elle, eh bien, c'est bien sûr le secteur bancaire qui continue de retenir l'attention des opérateurs. On continue avec les publications du premier trimestre, un bilan global qui est dans l'ensemble positif. Alors certes, les résultats sont en baisse, en forte baisse. D'ailleurs, Citigroup qui publiait ce matin enregistre la plus forte baisse des résultats depuis le début des publications, une baisse de 27% de son résultat net, mais eh bien dans l'ensemble les banques ont fait mieux que prévu ou moins mal que prévu, avec des attentes qui étaient quand même très très basses. Faut pas oublier de le rappeler. Citigroup qui donc a vu son résultat net reculer de 27% dans le sillage donc eh bien de la baisse de ses revenus, ses activités trading dans la banque d'investissement. Le titre prend 0,8% après des chiffres donc qui ont néanmoins dépassé le consensus dans un secteur qui est eh bien plutôt partagé aujourd'hui, hein, après avoir bien grimpé cette semaine. JP Morgan par exemple recule de 0,9%. Vous avez Bank of America qui perd 0,4%, ou encore Goldman Sachs qui affiche un repli de 1%. Mais encore une fois, il ne se passe pas grand-chose. Donc ce vendredi, ici à Wall Street, on est à l'équilibre sur les 3 indices. Cédric, 17 915 points pour l'indice Dow Jones. Merci beaucoup Sabrina Quaglozzi. Merci également à Alain Pitous pour Talence de m'avoir accompagné pour ce dernier club de la bourse de la semaine. Merci Sébastien Lemonnier, Mansartis, d'avoir répondu également présent. Le CAC 40, il termine donc ce soir en baisse de 0,36%, 4495 points. Carrefour, Bouygues et Solvay pour les plus fortes hausses, Valeo, Peugeot et Essilor pour les plus fortes baisses. Dans un instant, Sophie Tussaud et Edwige Chevrillon pour
pour l'heure H. Et lundi à 15h, c'est Grégoire Favet que vous retrouverez pour Intégral Bourse. Très bon week-end. BFM Business, Intégral Bourse, 15h, 18h, la bourse en temps réel.